va laisser encore quelques minutes le temps que les gens rentrent, là. Je pense que là, on est juste trois sur le panel, et qu'on va laisser un petit peu de temps, là. Ça ne devrait pas être un atelier qui risque d'avoir beaucoup de personnes dans tous les cas. On n'avait pas un grand nombre d'inscrits. Mais comme ça reste une séance qui sera enregistrée et possiblement réécoutée, donc on va faire ça dans les règles de l'art. Parfait. Bonjour aux 3 personnes qui se sont jointes. Déjà, on va attendre un petit peu. Ouais. Ça prend toujours aussi un petit buffer, le temps que je veux pas que les gens cliquent dessus, s'inscrivent et tout. Fait que on est rendu 5, donc on va continuer encore un peu à attendre. Entre-temps, pour les gens présents, c'est sûr qu'on ne vous voit pas, mais comme c'est en mode atelier, on vous invite vraiment à utiliser la main levée. À ce moment-là, les personnes qui lèveront leur main, je vais pouvoir les mettre sur la scène. Donc, on va pouvoir vous voir pour interagir donc, avec Laurentia. Là, si vous avez des questions, des interventions, ça sera plus convivial de cette façon-là. Sinon, Laurentia, vous êtes une présentation, donc ensuite, vous pourrez également intervenir à ce moment-là. Moi, je vais faire la modération. Je vais enlever ma caméra là, lors que la présentation commencera. Laurence, je pense que tu peux commencer à ce moment-là, puis les gens viendront se rejoindre ensuite. Parfait, merci beaucoup Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vous vois pas malheureusement, donc d'habitude j'aime faire cet atelier quand je vois les personnes pour qu'on ait un maximum d'interaction, mais on a quand même le chat, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pendant la session, puis poser vos questions. Quand je vais partager mon écran, je ne vais pas en plus voir le chat, donc je pense que Guillaume me fera passer les questions, mais n'hésitez pas pour qu'on fasse vraiment en sorte que ce soit interactif aujourd'hui. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Je vérifie juste que vous voyez bien mon écran. Ouais, je pense que c'est bon. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'un des outils phares de l'entrepreneuriat d'impact qui est l'Impact Gap Canvas. On va passer à travers l'outil avec un exemple pour essayer de comprendre comment il fonctionne, puis en quoi il peut vous aider spécifiquement si vous êtes en train de développer un projet. Je me présente, je m'appelle Laurentia, je suis directrice stratégie d'impact chez Rhizome. On accompagne des organisations dans tout ce qui va être stratégie d'impact, puis mesure et évaluation, puis gestion de l'impact. J'ai un rôle en fait à l'Esplanade, puis je vais vous présenter rapidement l'Esplanade par la suite, où en fait on travaille à accompagner des entrepreneurs. Moi je m'occupe en fait du design des programmes. Puis aujourd'hui on m'a invité à la semaine de l'impact pour pouvoir parler d'un outil qu'on a retravaillé en fait. Pour pouvoir mieux accompagner les entrepreneurs dans leur réflexion sur l'impact. Peut-être que j'aimerais savoir un peu qui est là. Donc, si vous pouviez me dire rapidement qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, si vous pouvez écrire rapidement dans le chat, juste pour comprendre, est-ce que vous êtes des entrepreneurs, est-ce que vous êtes des entrepreneurs d'impact, est-ce que vous êtes juste intéressés à ce que c'est en fait l'impact aujourd'hui. Donc, je voulais savoir un petit peu... comme je ne vois pas qui sont les 9 personnes, donc si vous pouvez prendre effectivement quelques secondes pour écrire sur le chat. Donc, nous avons Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Nous avons Marie. Bonjour Marie.
Michael, bonjour Michael de Tico Studio. Bonjour Nancy, conseillère stratégie d'impact chez Credo. Donc on ne se connaît pas encore, mais je connais certains de vos collègues. Donc Marie conseille des entreprises en stratégie sur le sujet de l'alimentation durable. Elodie, consultante, j'accompagne des startups par impact dans leur levée de fonds et startups classiques à se questionner sur l'impact. Super, donc on a un mix, j'imagine qu'on a plutôt plus des experts finalement d'accompagnement d'entreprise, mais c'est super, vous allez pouvoir aussi voir peut-être un nouvel outil pour certains. Sébastien, conseiller en gestion de fonds à micro-entreprendre. Nous avons un projet sur la table en technologie propre. Super, bon, bah, merci beaucoup et puis bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il y en a qui, peut-être s'il y en a qui ont déjà travaillé, qui ont déjà connaissent déjà ce que c'est l'Impact Gap Canvas, peut-être juste mettre oui dans le chat. Comme ça, je vais voir un petit peu, est-ce que vous êtes tous novices ou est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé cet outil-là spécifiquement? Ok, novice. Parfait. Donc, on va tous partir sur une base où, en fait, on va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que l'Impact Gap Canvas, pourquoi l'utiliser. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voulais rapidement vous parler de l'Esplanade. Donc, l'Esplanade, c'est vraiment un parcours d'accompagnement, donc premier accélérateur dédié à l'entrepreneuriat d'impact au Québec. Puis, on s'est donné comme mission de relever collectivement des défis sociaux et environnementaux. Puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir catalyser une communauté d'entrepreneurs, d'innovateurs et d'organisations, puis vraiment de les aider à les accompagner à accroître leur impact et pérenniser leurs projets. Donc, nous, notre objectif, on voit pas l'enjeu de l'impact économique et impact social. Pour nous, les deux sont vraiment intégrés. Puis, on a vraiment une réflexion à l'Esplanade sur comment on peut conjointement relever des problèmes qui sont parfois complexes. Puis c'est pour ça qu'on va utiliser le Impact Gap Canvas parce que ça permet de comprendre une problématique, un enjeu parfois un peu complexe à résoudre. On a des programmes, donc vraiment, nous, notre cœur, c'est l'entrepreneuriat d'impact. Donc, on accompagne des entrepreneurs dans des différents parcours. C'est un mix, en fait, entre des ateliers et du coaching sur mesure. Puis, en fait, on a différents types d'ateliers de formation aussi. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour pouvoir compléter l'atelier Impact Gap Canvas. On le donne à peu près tous les 3 mois. Donc, si vous voulez aussi revenir sur cet outil, vous pouvez. On a d'autres outils comme la théorie du changement, comme le parcours utilisateur, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder notre site web si vous voulez voir d'autres ateliers. Puis, on s'est vraiment spécialisé en fait dans 3 pôles d'innovation où en fait on fait venir plusieurs parties prenantes qui sont intéressées par ces pôles-là. Donc, on travaille vraiment sur l'environnement et le changement climatique, la santé communautaire et les systèmes alimentaires. Puis nous, comme on le voit au final, quand on veut résoudre une problématique en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment ancré dans un territoire. Donc, on a vraiment développé aussi des liens avec des acteurs territoriaux pour faire remonter des problématiques qui sont vécues par des gens sur des territoires. Puis là, dans ce sens-là, on fait des appels à solutions pour pouvoir en fait répondre aux besoins des différentes villes et régions. Puis l'idée, c'est vraiment de faire des terrains d'expérimentation, donc tester, faire en sorte que nos entrepreneurs en fait testent leurs solutions en milieu réel. Puis, je ne vais pas vous présenter tous nos programmes, mais l'idée, c'est vraiment qu'on a différents types de programmes, de la découverte à la mise à l'échelle. Puis, si vous avez plus de questions, on pourra prendre du temps à la fin, par exemple, pour que vous compreniez nos programmes. Donc, aujourd'hui, on est à la semaine de l'impact, donc on parle d'impact. Puis, il y a toujours une vision de la croissance d'une entreprise qui est toujours de dire, je vais croître mon entreprise, je vais augmenter mes ventes, je vais augmenter mes revenus. Puis, c'est ça l'objectif d'une start-up finalement. Puis, nous, à l'Esplanade, on prend un positionnement un petit peu différent. Puis, c'est pour ça qu'on va parler de pensée systémique aujourd'hui. C'est de dire, on peut maximiser son impact sans forcément croître son entreprise. Ça veut dire qu'on peut maximiser notre impact en ayant en fait plusieurs parties prenantes, puis en créant des connexions, en regardant en fait comment ensemble on peut résoudre une problématique.
c'est là qu'on va maximiser son impact. Donc, ça passe pas forcément par la croissance d'une entreprise, ça va passer par comprendre en fait l'écosystème, regarder qui sont les différentes parties prenantes, puis regarder, comprendre les différentes relations, les différents rôles que chacun, maximiser en fait ses forces, ses faiblesses pour pouvoir en fait maximiser l'impact, donc avoir la meilleure résolution de la problématique possible qui est actuellement. Donc, il faut comprendre en fait son écosystème, il faut regarder quelles sont les parties prenantes, comprendre de façon approfondie une problématique, puis identifier en fait les zones d'opportunité, puis regarder comment en fait on peut travailler sur des points de levier dans l'écosystème. Donc ça, c'est le postulat que nous, à l'Esplanade, on a pris pour dire comment on est capable de maximiser notre impact, puis résoudre une problématique qui parfois peut être un peu complexe sur un écosystème. Puis j'aime toujours cette citation de dire si on avait 1 heure pour pouvoir résoudre un problème, il faudrait passer 55 minutes à comprendre, reformuler le problème, puis seulement 5 minutes à chercher des solutions. Donc nous, vous avez souvent peut-être entendu ça, mais dire il ne faut pas tomber en amour de sa solution, mais de son problème. Donc c'est vraiment l'objectif de l'atelier aujourd'hui, dire comment on peut tomber en amour avec son problème. Puis j'espère que l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui va vous permettre de tomber encore plus en amour avec votre problème. Donc gardez ça en tête pendant la totalité de l'exercice. Donc, on va travailler le Impact Gap Canvas. C'est un outil qui a été développé par Daniela Papi-Thornton, qui a elle-même été une entrepreneure sociale, puis elle a décidé d'aller en fait redonner un peu ses connaissances, puis elle est devenue en fait, éducatrice, formatrice dans les différentes grandes universités, notamment à Oxford. C'est elle qui a en gros travaillé sur tout ce qui est le développement de l'entrepreneuriat social à Oxford, puis elle a travaillé à Yale, à Boulder, à différentes universités. Puis elle a développé un outil qui est en 3 parties. Puis là, je vais vous le montrer d'une autre façon, puisque nous, on l'a retravaillé. C'est sûr que là, c'est des questionnements qu'il faut se poser, c'est une philosophie derrière. Qu'on va appeler la pensée systémique. Donc, vraiment de commencer par comprendre de façon approfondie son problème. Donc, ça va être sur la partie gauche, la challenge mapping, mais on va le voir, ça va être en français, donc la cartographie de la problématique. Ensuite, on regarde la partie à droite qui est la cartographie des solutions. Donc là, l'idée, c'est de comprendre quelles sont les solutions qui existent pour pouvoir répondre à cette problématique. Puis là, l'idée, c'est qu'au milieu, on regarde les gaps. Donc, c'est quoi les écarts qui existent, les manques qui existent dans l'écosystème. Donc, on regarde, on fait vraiment un miroir entre les deux, puis on fait ressortir les manques qui existent dans l'écosystème. Puis vous allez voir, en fait, en tant qu'entrepreneur, ces manques-là vont vraiment vous aider pour pouvoir créer une proposition de valeur unique et différenciante et complémentaire à l'écosystème. Donc, ça va vraiment vous aider aussi dans votre niveau de modèle d'affaires. Si on regarde le modèle d'affaires, la partie au milieu de son modèle d'affaires, c'est la proposition de valeur. Puis cet outil-là va permettre de vous raffiner. Donc, même si vous êtes à un niveau de maturité assez avancé, c'est toujours intéressant d'utiliser cet outil pour pouvoir éventuellement raffiner certaines choses par rapport à votre propre modèle. Donc, nous, on l'a retravaillé, puis Daniela est une collaboratrice de longue date avec nous, donc on l'a retravaillé ensemble. Puis l'idée, là, vraiment, c'est de travailler sur 3 canevas distincts, puis de le travailler avec des post-it en façon brainstorming avec votre équipe, vos parties prenantes. Donc, je vais vous mettre par la suite le lien sur lequel vous pouvez télécharger ces outils-là. C'est sur le site de l'Esplanade si vous voulez déjà y aller. Donc, sur le site de l'Esplanade, il y a une page qui s'appelle Outils, puis Impact Gap Canvas. Puis l'idée, en fait, c'est que vous pouvez imprimer ces canevas-là ou carrément les mettre dans un outil en ligne, puis commencer à mettre des post-it. On l'a retravaillé parce qu'on veut vraiment faire en sorte que ce soit un outil pour vous qui soit itératif. Donc, au même titre que vous allez travailler parfois les différents outils entrepreneuriaux, donc comme le Canva de la proposition de valeur, le business model Canva, etc. C'est vraiment la même logique de dire, la problématique, elle va évoluer dans le temps.
L'écosystème de solutions va aussi évoluer dans le temps. Donc, voyez-le vraiment comme quelque chose d'itératif où vous y revenez souvent, en fait. Donc, c'est correct aujourd'hui si vous ne savez pas aussi répondre à tous les éléments. C'est vraiment une logique de mise en action. Donc, c'est comme ça qu'on a vu retravailler l'outil. Et donc, comme je vous le mentionnais, donc c'est en 3 parties. Il y a une cartographie. Le premier, c'est la cartographie de la problématique. La deuxième, cartographie des solutions. Puis, au milieu, c'est cartographier sa zone d'impact. Donc, c'est quoi les manques qui existent. Puis, moi, concrètement, en tant qu'entrepreneur, où est-ce que je vais pouvoir me positionner sur ces manques-là? Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est en fait de passer à travers chaque Canva avec un exemple pour pouvoir l'illustrer. Puis n'hésitez pas encore si vous avez des questions. Puis, merci beaucoup, Nancy, d'avoir mis le lien. C'est exactement ça. Sur le site de l'Esplanade, vous allez voir aussi, vous allez avoir détaillé chaque partie aussi, donc chaque point. Vous voyez qu'il y a différents ordres, comment travailler chaque canevas. Et en fait, pour chaque point, on a détaillé de façon un peu plus approfondie avec un exemple comment travailler ça. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de DocTokTok, donc anciennement Mamobie Clinique, peut-être que vous connaissez. Donc, c'est une organisation qui est en fait qui est une clinique pédiatrique roulante. Donc, en fait, ils ont créé une sorte de clinique pour les jeunes enfants qui va se déplacer dans les quartiers à Montréal. Puis, vous allez voir pourquoi ils ont développé ce projet-là. Donc, si on passe au premier canevas qui est la cartographie de la problématique. Puis, enfin, on va savoir ce que c'est une problématique, parce que depuis le début, je parle de problématique, mais parfois, ça peut être un peu confusant. Donc, vous allez voir qu'est-ce qu'on entend là par problématique. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'identifier c'est quoi le problème spécifiquement que vous êtes en train de vous attaquer par là. Donc, on commence par la problématique. Donc, c'est d'écrire la problématique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en fait problématique actuellement dans l'écosystème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit un problème spécifiquement? Et donc là, vraiment, c'est d'identifier, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème qui existe? On le travaille toujours la problématique avec un qui, donc toujours travailler sur dire, c'est quelqu'un qui vit une problématique. Quelle est cette problématique-là spécifiquement? Puis là, l'idée, c'est vraiment de vous mettre dans la peau de ce quelqu'un-là. Donc, vraiment la peau de la partie prenante qui vit une problématique. Qu'est-ce que cette personne-là dit? Qu'est-ce qu'elle vit? Puis, pour prouver en fait qu'il y a une urgence à résoudre cette problématique-là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le 3e point qui est ampleur. Donc là, c'est vraiment dire quelle est l'ampleur de la problématique? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des données qui nous prouvent à quel point en fait il faut résoudre cette problématique-là spécifiquement? Quand je prends l'exemple de DocTokTok, eux travaillent sur cette problématique-là spécifiquement, donc l'accessibilité aux soins pour les enfants des familles défavorisées dans le sud-ouest de Montréal. Donc là, on a vraiment une réflexion sur quelle est la problématique, donc l'accessibilité aux soins, pour qui, donc les enfants des familles défavorisées, puis où spécifiquement, donc dans le sud-ouest de Montréal. On regarde effectivement qui est plus affecté par la problématique. On a des enfants qui ont vraiment des problématiques de santé, que ce soit des problématiques de santé physique et mentale. Puis, ça ne touche pas que les enfants, cette problématique, ça touche surtout aussi les parents. Pourquoi on dit que c'est une problématique vraiment importante? On voit certains chiffres qui sont intéressants. Donc, une famille sur 10 déclare en 2015 ne pas avoir de médecin de famille ou de pédiatre pour ses enfants. On a aussi l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, pourquoi spécifiquement le Sud-Ouest? Ça a été identifié comme une région en fait désavantagée par rapport à l'accessibilité aux soins. Puis, on a aussi des taux dans cette région spécifiquement plus importants sur des problématiques de TDAH, de troubles d'apprentissage, etc. Donc là, vous voyez qu'ils ont identifié vraiment spécifiquement une problématique dans un endroit spécifique. Comment on crée une problématique? C'est souvent ça qui revient. Puis, nous, on vous propose une façon de construire sa problématique. Puis, je vais vous laisser peut-être quelques secondes pour avoir une réflexion là-dessus. Et puis, peut-être que vous pouvez me le partager ça dans le chat. Mais là, vraiment, d'identifier, c'est quoi la problématique que vous tentez de résoudre? Donc, il y a toujours un contexte. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Dans quel environnement? Donc, où est-ce qu'on se trouve? Puis, ça génère quoi comme conséquence? Pourquoi on dit que c'est un problème?
Puis, on travaille sur qui sont les personnes les plus concernées par ces conséquences-là. Puis, est-ce qu'on a des preuves de l'impact social, environnemental, économique de ces conséquences-là? Donc, je vais vous laisser peut-être quelques secondes pour que s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans le chat pour nous dire quelles problématiques auxquelles vous attaquez, puis on pourra éventuellement rebondir là-dessus. Je vais continuer, puis je vais vous mettre le Adlib dans le chat, comme ça, vous pouvez avoir une réflexion pendant la durée de l'atelier. Puis n'hésitez pas, soyez pas... Ouais, ça marche ou pas, c'est ça? Ok, épinglé, merci. N'hésitez pas, vous n'êtes que 11 actuellement, donc il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises problématiques, c'est juste que ça va pouvoir vous aider pour le développement de votre projet. Donc je regarderai le chat par la suite. Ensuite, on va passer par les obstacles au changement. Donc, c'est sûr que quand on veut identifier la problématique, l'idée, c'est de toujours revenir aux causes profondes. Donc, toujours se poser la question de pourquoi cette problématique, en fait, n'est pas résolue actuellement. Qu'est-ce qui empêche la résolution de cette problématique? Donc, dans les causes, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'arbre à problème, mais c'est vraiment cette réflexion-là, ou les 5 pourquoi. Là, on s'est arrêté à 3 pourquoi, mais identifier, en fait, quelles sont les causes plus profondes de la résolution de cette problématique-là. Donc là, comment ça se travaille? C'est qu'on a identifié c'est quoi les trois causes principales de cette problématique-là. Puis après, on identifie de façon plus bas, plus profonde, les sous-causes et les sous-sous-causes. Donc vraiment d'identifier comment on peut faire un arbre, puis voir quels sont les effets, les causes à effet, en fait, entre chaque différent problème pour amener à la problématique qu'on est en train de travailler. L'idée, c'est vraiment de travailler sur des causes et pas des conséquences. Parce que quand on travaille souvent cet exercice-là, on a tendance à mettre des conséquences. Mais là, l'idée, c'est de dire pourquoi, se poser simplement la question de pourquoi. Pourquoi c'est une problématique? Pourquoi elle n'est pas résolue actuellement? Puis ensuite, on travaille sur la partie juste au-dessus, les obstacles. Donc, qu'est-ce qui empêche la problématique d'être résolue? Donc, est-ce qu'il y a des choses, des réglementations, des acteurs, une demande qui n'est pas encore vue spécifiquement, etc. Donc, identifier quels sont les acteurs qui empêchent la résolution de la problématique spécifiquement. Donc, si je reprends mon exemple de l'accès aux soins, on a 3 causes principales. On a une problématique d'accessibilité sociale, on a une problématique d'accessibilité physique et on a une problématique d'accessibilité économique. Puis si là, je regarde mon accessibilité sociale, c'est toujours difficile, la prise de rendez-vous pour avoir accès à des soins pédiatriques, c'est compliqué. On a aussi un manque de confiance dans certains acteurs de la santé. Pourquoi? Parce qu'on a des premières mauvaises expériences ou parfois aussi on a le fait que certains intervenants soient trop éloignés de la réalité terrain. Ensuite, on a une problématique d'accessibilité physique. Pourquoi on dit ça? Il y a un manque de services actuellement. Pourquoi? On a une pénurie de pédiatres parce qu'on a un manque d'agilité et de flexibilité. On a un manque de coordination entre les différents acteurs. Puis aussi, une autre des causes d'accessibilité physique, c'est qu'il y a un manque de transport spécifiquement dans le sud-ouest. Puis, quand on regarde la troisième cause, l'accessibilité économique, pourquoi on dit ça? En fait, les services pédiatriques, certains services sont dispendieux.
Puis aussi le fait qu'il faut prendre rendez-vous sur des heures du travail et donc c'est difficile pour certaines personnes qui ont un travail en fait de pouvoir se libérer pour pouvoir faire ça. Puis quand on regarde les obstacles, on regarde qu'est-ce qui empêche la problématique actuelle. C'est qu'on a un manque de médecins de famille, on a aussi un système de santé qui est très complexe. On a aussi un système de santé qui est engorgé, il y a une certaine surcharge, on a une méconnaissance des besoins et des réalités terrain. On a aussi le fait que parfois, il y a besoin de transport parce que ce n'est pas forcément proche du métro, par exemple. Puis aussi dans le sud-ouest spécifiquement, il y a une certaine barrière culturelle et de la langue parce qu'on a des familles qui sont parfois anglophones ou immigrantes, puis qui vont pas pouvoir en fait, qui vont avoir un blocage à aller chercher des soins de santé spécifiquement parce que y a un problème avec la langue. Ensuite, il faut comprendre dans cet outil-là que la problématique, elle évolue dans le temps, donc elle n'est pas figée. Elle a eu un passé, elle va avoir un futur. Donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de cette problématique. Donc, est-ce que c'est une problématique qui s'est transformée, qui s'est exacerbée, qui a diminué? Puis là, l'idée, c'est vraiment de regarder aussi dans le futur. Donc, on imagine qu'est-ce qui va se passer pour cette problématique dans le futur. Puis là, n'hésitez pas à prendre différents types de scénarios, un scénario optimiste, un scénario vraiment neutre, pessimiste. Puis là, ayez une réflexion sur qu'est-ce qui va se passer à la problématique si vous n'existez pas. Donc là, c'est pas l'idée vraiment de dire je vais changer, révolutionner le monde parce que j'arrive. L'idée, c'est vous enlevez vraiment de votre solution, vous n'existez pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, dans cette problématique si l'écosystème actuel ne change pas? Donc là, si je reprends l'exemple de DocTocToc, dans le passé, on a eu une augmentation des problèmes de santé chez les jeunes. On a un taux d'inscription nationale à médecin de famille qui s'est amélioré. Et puis, on a de plus en plus de médecins de famille dans certaines régions. Donc, la problématique peut quand même être en train d'être potentiellement résolue. Qu'est-ce qu'on imagine dans le futur? Là, on a des cliniques et des hôpitaux qui vont être de plus en plus surchargés. On va avoir une moins bonne performance scolaire des jeunes si on ne résout pas leurs problèmes. Puis, on va avoir un système qui va être de plus en plus coûteux. Puis là, comme je vous disais, cet outil-là, c'est vraiment un outil d'action aussi. Donc là, c'est d'identifier en fait par rapport à ce Canva-là, quelles sont les ressources que vous avez utilisées pour pouvoir apprendre sur cette problématique. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à remplir cet outil? Est-ce que vous êtes allé parler à des personnes? Est-ce que vous avez utilisé des projets pilotes? Est-ce que vous avez fait une analyse de la littérature, aller chercher des données spécifiquement? Donc, questionnez-vous sur qu'est-ce qui a fait que je connais cette problématique? Est-ce que c'est juste moi qui vis cette problématique-là? Et dans ce cas-là, on va vraiment vous recommander d'aller parler à d'autres gens. Faites vos devoirs en fait, pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension plus profonde de cette problématique-là. C'est sûr que souvent, c'est des problématiques complexes, donc il va falloir aller chercher beaucoup d'informations, mais c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'avoir une compréhension fine de cette problématique-là, parce que plus vous allez avoir une réflexion sur cette problématique, plus vous allez pouvoir améliorer votre propre projet, puis votre propre modèle d'affaires. Puis là, c'est d'identifier des opportunités d'action. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour pouvoir en apprendre davantage sur cette problématique-là? Donc, mettez-vous en action, identifiez des points, dire est-ce que je dois parler à tel ou tel type de personne? Est-ce que je dois faire plus d'analyse? Est-ce que je dois regarder comment se passe cette même problématique-là dans d'autres pays ou d'autres régions, par exemple? Donc, vraiment d'identifier quelles actions vous pouvez faire pour pouvoir en apprendre davantage. Donc là, par exemple, pour DocTocToc, eux, ils ont fait une revue de littérature, ils ont organisé des tables de concertation, ils ont fait des entrevues individuelles avec des parents, puis ils ont rencontré en fait les différents acteurs clés du système de santé, donc les CIUS, les hôpitaux, les CLSC. Puis comment ils peuvent en apprendre davantage? Là, c'est peut-être de se dire ils n'ont pas encore rencontré les centres communautaires, donc peut-être que ce serait intéressant de faire ça. Peut-être regarder des projets similaires dans d'autres provinces, et puis regarder aussi pour pouvoir faire un projet pilote dans une école spécifiquement pour comprendre de façon plus micro les différents types de problématiques vécues par ces familles-là. Ensuite, on passe à la deuxième partie. Je vais vous laisser peut-être l'opportunité de, si vous avez des questions sur le Canva 1, d'écrire dans le chat. Je vais regarder le chat dans les prochaines secondes ou alors levez votre main
puis Guillaume pourra vous donner la parole. Donc, pas de questions, j'imagine que c'est clair. Ah, le chat a une limite de caractères. Peut-être si vous pouvez couper en plusieurs morceaux votre message, ça pourrait peut-être fonctionner. Ou alors lever votre main, effectivement, comme ça vous pouvez prendre la parole. Donc, un exemple, les réseaux sociaux dans Internet génèrent de la désinformation de masse. Effectivement, les lecteurs éduqués sont les plus concernés par ces conséquences parce qu'ils constatent une perte de notre capacité collective à faire des choix cohérents avec la réalité. Ok, bah effectivement, je comprends mieux maintenant la deuxième partie. C'est sûr que là, quand on a une problématique, par exemple, sur parce que là, c'est très global, les réseaux sociaux génèrent la désinformation de masse. Moi, je pense que dès le début de la problématique, il va falloir préciser spécifiquement que c'est dans un contexte électoral, parce que je comprends que c'est des électeurs là qui sont concernés. Donc, là, dire préciser ça à ce moment-là. Puis, est-ce qu'on parle spécifiquement à quelle échelle, dans quel environnement spécifique je pense que c'est ça qui... Mais sinon, ça a vraiment un bon début. Puis, c'est une bonne problématique. Juste peut-être un petit peu préciser la première partie, dans quel contexte spécifiquement. S'il n'y a pas de questions sur la première partie, je vais passer à la deuxième partie. Donc là, l'idée, c'est d'identifier les solutions. Donc, c'est vraiment, on parle de solutions qui sont des solutions actuelles, des solutions qui ont été testées aussi par le passé. Puis là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre, de caractériser ces solutions, puis de comprendre qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, est-ce que je peux apprendre des succès, est-ce que je peux apprendre des échecs de ces différents types de solutions. Donc, il y a vraiment une première partie où on identifie toutes les solutions. Puis là, c'est vraiment penser de façon large à toutes les solutions qui sont testées, que ce soit par des entreprises privées, des organisations à but non lucratif, des gouvernements, que font les différents bailleurs de fonds, investisseurs, qu'est-ce que fait les universités, la recherche par rapport à cette problématique-là. Aussi, on peut penser à qu'est-ce que font les médias, qu'est-ce que font les groupes communautaires. Donc, vraiment de façon globale, regarder quels sont les différents types de solutions qui existent. Puis là, l'idée, c'est vraiment pas de identifier toutes les solutions en nommant le nom de l'organisation. C'est vraiment d'identifier c'est quoi le modèle d'impact qui est utilisé. Donc, comment ils ont travaillé ça. Donc, comment on peut regrouper différents types de solutions ensemble pour montrer comment, en fait, ils sont en train de répondre à cette problématique-là. Puis là, on le travaille avec éléments de la problématique, donc le cadran qui est juste en dessous, donc d'y dire spécifiquement, ce type de solution-là s'adresse à quelle partie de la problématique. Puis généralement, sur quelle partie de la problématique, quel élément de la problématique, vous allez retrouver des éléments que vous avez vus dans vos causes. Donc, si je prends l'exemple de DocTocToc, puis je vais d'abord, avant de faire ça, vous montrer la suite. Donc là, pour chaque type de solution qui est essayé pour pouvoir répondre à la problématique, l'idée, c'est de vraiment identifier donc qu'est-ce qui fonctionne, donc qu'est-ce qui est dit pour que par les utilisateurs du fait qu'ils utilisent cette solution, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est un succès. Puis ensuite, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc, que peut-on apprendre aussi des échecs? Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas par rapport à cette solution-là spécifiquement? Donc, par exemple, si on regarde DocTocToc, on a des médecins de famille. Puis, eux travaillent vraiment sur un suivi continu et rapproché des enfants. On va aussi avoir des cliniques pédiatriques sociales, puis eux travaillent sur des clientèles qui sont plus complexes avec des besoins uniques. Si on regarde les hôpitaux, ça prodigue des soins complets.
Puis ensuite, l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc là, par exemple, pour le médecin de famille, on voit qu'est-ce qui fonctionne bien. On crée une vraie relation entre le docteur et le patient. Et puis, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est difficile d'accès. La liste pour pouvoir avoir accès à un médecin de famille prend très, très longtemps, 2-3 ans. Si on regarde les cliniques pédiatriques sociales, qu'est-ce qui fonctionne bien? Finalement, on offre un service qui est accessible pour les familles défavorisées, mais aujourd'hui, il y a un manque de ressources, donc il n'y a pas assez de personnel. Si on regarde les hôpitaux, c'est sûr que qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est qu'on va avoir des soins de qualité, mais qu'est-ce qui fonctionne moins bien, c'est qu'on va avoir un certain engorgement en fait, du système. Pareil pour les solutions, l'idée c'est de comprendre comment vont évoluer ces solutions-là. Donc on va avoir des changements anticipés, donc on anticipe dans le futur certains changements, que ce soit des nouvelles ressources, des nouvelles législations, des nouvelles opportunités pour l'écosystème, de nouvelles demandes. Puis là, c'est d'identifier, c'est quoi l'influence que ça va avoir sur mes solutions. Donc, est-ce que ça va les impacter positivement, négativement? Est-ce qu'il va y avoir développement de plus de solutions comme ça ou d'une autre façon, etc. Donc, vraiment, réfléchissez les deux de certaines façons en disant, si j'ai tel type de législation qui arrive à la ville de Montréal, par exemple, quelles influences ça va avoir sur les solutions actuelles? Donc, par exemple, si on regarde DocTocToc, on va potentiellement avoir un nouveau gouvernement qui veut plus de soins de proximité. On va avoir potentiellement aussi des services concentrés dans les hôpitaux, dans les hôpitaux qui sont vraiment centrés sur les communautés. Puis ensuite, on va avoir un système qui va de plus en plus être décentralisé. Qu'est-ce que ça va avoir comme influence? On va avoir plus d'agilité et de flexibilité, on va avoir plus de services, plus de législation, on va augmenter en fait la proximité, le sentiment de confiance et de sécurité. Puis, encore une fois, c'est la même logique que pour le premier Canva. Là, c'est d'identifier, c'est quoi les ressources que vous avez utilisées pour pouvoir en apprendre sur ces solutions-là. Est-ce que vous avez fait une analyse concurrentielle? Est-ce que vous êtes allé parler aux gens qui ont utilisé ces différents services? Est-ce que vous êtes allé parler directement à ses concurrents? Est-ce que vous avez regardé ça sur Internet, etc. Donc, essayez d'identifier, puis ensuite, après, de se questionner, dire quelles sont mes opportunités d'action? Qu'est-ce que je peux faire pour en apprendre davantage sur ces solutions-là? Donc, par exemple, DocTocToc, ils ont rencontré les différents acteurs, ils ont fait de la co-création, puis ils ont fait de la revue de littérature. Puis là, l'idée, c'est de dire, ils pourraient aller plus loin, puis rencontrer les cliniques mobiles, ils pourraient créer des partenariats, ils pourraient aussi continuer à creuser sur ce qui ne fonctionne pas spécifiquement pour chaque solution de façon un petit peu plus approfondie. Donc, c'était le deuxième Canva. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur ce Canva-là spécifiquement? Tout va bien. Donc, je vais continuer à la troisième et dernière partie. Donc, la cartographie de la zone d'impact. Donc là, c'est vraiment, comme je vous disais, de faire un miroir, en fait, entre le Canva 1 et le Canva 2, puis faire ressortir les manques qui existent dans l'écosystème. Là, l'idée, c'est vraiment d'identifier tous les écarts qui sont possibles, tous les manques, pas que forcément que vous, mais là, vraiment d'identifier de façon globale qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que le système devrait faire pour pouvoir résoudre cette problématique. Puis à la fin, en fait, on va identifier quelles sont principalement, prioritairement, les zones sur lesquelles vous allez, en tant que projet, vous activer pour pouvoir résoudre cette problématique-là. Donc, on commence cette partie-là en disant, on regarde les deux Canva, puis là, on identifie un key. Donc, il y a forcément, parce que vous existez, il y a forcément un key en quoi qui est encore affecté par la problématique et dont les solutions actuelles ne répondent pas spécifiquement. Puis là, c'est de dire, quels sont, selon vous, les besoins spécifiques qui sont non adressés par les solutions actuelles. Puis, en même temps, donc d'identifier les écarts. Donc, malgré les solutions actuelles, qu'est-ce qui manque encore pour pouvoir résoudre cette problématique?
Pour la partie du bas, c'est toujours, moi, je vais vous conseiller de le faire sous forme de verbe d'action parce que c'est toujours intéressant de voir vraiment spécifiquement quand on va combler un écart, de le faire par action, un verbe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Donc, si je regarde spécifiquement Toc Toc Toc, on a nos familles défavorisées, puis c'est quoi le problème spécifiquement par rapport à ces personnes-là dans le sud-ouest? Il y a une méconnaissance du système de santé, il y a un sentiment de peur et de méfiance par rapport au système, il y a une problématique au niveau du déplacement, puis il y a une barrière de la langue. Puis là, ce qui manque actuellement dans l'écosystème, c'est que il n'y a pas de co-création vraiment avec les communautés concernées. Donc, on pourrait co-créer avec les communautés concernées. On pourrait offrir des services qui soient centrés vraiment sur le patient et ses besoins. Ce qui manque aussi spécifiquement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de suivi patient après des hospitalisations. Donc, ça, c'est aussi un écart qui existe dans l'écosystème. Ensuite, on identifie quels sont les obstacles qu'on pourrait lever, donc on pourrait atténuer ou complètement éradiquer. Donc là, c'est vraiment d'identifier, vous avez identifié dans le Canva 1 des obstacles. Donc là, c'est d'identifier quelles sont les actions qu'on va pouvoir faire en tant qu'écosystème pour pouvoir lever ces obstacles-là. Et ensuite, dans la partie d'en bas, c'est faire fonctionner ce qui ne fonctionne pas. Donc, dans le Canva 2, vous avez identifié des dysfonctionnements dans les différentes solutions. Donc là, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on peut identifier des actions qu'on pourrait mettre en place pour faire en fait fonctionner des solutions qui aujourd'hui ne fonctionnent pas à leur pleine capacité? Donc là, vraiment dire, est-ce qu'on est capable de identifier des actions pour résoudre ces problèmes de dysfonctionnement-là? Donc, par exemple, pour Doc Toc Toc, on pourrait, sur les obstacles, promouvoir davantage la santé, on pourrait donner plus de temps aux patients et leur montrer plus d'empathie, on pourrait assurer une certaine représentativité aussi dans les équipes soignantes, partager des connaissances, etc. Puis pour faire fonctionner ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on a vu dans le deuxième canevas, c'est qu'il y avait un manque de médecins de famille, donc on pourrait augmenter le nombre de médecins de famille. On pourrait libéraliser les connaissances. On pourrait aussi augmenter le nombre de cliniques mobiles parce qu'on a vu qu'il y avait un manque là-dedans. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, je le répète, identifier toutes les opportunités dans l'écosystème, tout ce qui devrait être fait pour pouvoir atteindre en fait un système idéal et une résolution de la problématique idéale. Puis là, c'est encore une fois de dire ça ne va pas être figé. Donc, essayez d'identifier quelles sont les influences qui vont arriver, qui pourraient en fait avoir un impact sur une solution, la solution que vous allez développer. Puis là, je ne dis pas la solution spécifiquement que vous développez là actuellement, mais peu importe la solution, mais une solution qui répond à la problématique, au problème spécifique qu'on vient d'identifier. Donc là, sur la gauche, négatif, qu'est-ce qui va avoir un impact négatif? Puis sur la droite, là, qu'est-ce qui aurait un impact positif sur une solution développée pour pouvoir répondre à ce problème-là? Donc, une des influences négatives qu'on pourrait voir, en fait, les communautés, elles n'est pas intéressée à vouloir s'impliquer, puis à vouloir co-créer, par exemple. Puis, on aurait aussi des influences négatives si les acteurs ne voulaient pas coopérer. On peut regarder de l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait venir influencer positivement? Encore une fois, si on a un gouvernement qui vient avec des nouvelles priorités et si la communauté participe de façon proactive. Et là, vraiment dans la dernière partie, puis c'est là, à ce moment-là, que vous allez pouvoir enfin parler de votre propre solution. Là, c'est d'identifier par rapport à tout ce que vous avez vu, tous les verbes d'action, vraiment travailler sur qu'est-ce que vous, en tant qu'organisation, vous pouvez faire spécifiquement pour pouvoir combler ces manques qui existent dans l'écosystème. Donc là, l'idée, c'est d'identifier 1, 2, 3 actions spécifiques que vous travaillez spécifiquement, que vous voulez travailler spécifiquement selon votre expertise. Regardez vraiment la réalité, la faisabilité aussi de la chose par rapport à votre propre expérience, puis vos propres forces et faiblesses. Puis là, l'idée, c'est vraiment de dire, par rapport à ces zones d'opportunité, quelles actions, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir activer ces zones d'opportunité-là. Donc là, par exemple, une des opportunités d'action pour Doc Toc Toc, on veut favoriser l'équité en santé. On veut assurer un service de proximité. Donc là, on met en place une clinique mobile. Puis, on va promouvoir la santé et assurer les suivis.
on va engager des partenariats avec des organismes locaux pour créer vraiment un lien de confiance avec les différentes communautés. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette dernière partie? Donc, n'oubliez pas, c'est un outil itératif, donc vous n'allez pas remplir tout de suite, mais l'idée, c'est vraiment de vous aider dans vos réflexions, vous aider à vous mettre en action, comprendre de façon approfondie une problématique qui parfois peut être un petit peu complexe, comprendre l'écosystème de solutions, puis engager cet outil-là aussi avec différentes parties prenantes pour voir est-ce que j'ai la même vision de la problématique qu'avec d'autres parties prenantes qui, elles aussi, résolvent cette problématique-là. Est-ce que j'ai des discussions qui sont contraires? Donc, ça va permettre vraiment d'amener plus de viande sur l'os là, par rapport à votre organisation. Puis, effectivement, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations par rapport à comment l'utiliser pour votre propre organisation. On va avoir aussi il y a en ce moment des cliniques avec mes collègues en fait. Pendant la semaine de l'impact. Donc, vous pouvez aussi prendre du temps, réserver un créneau avec un de mes collègues pour pouvoir passer éventuellement à travers l'outil pour votre propre organisation. Donc, n'hésitez pas. Je pense que c'est vraiment à votre disposition pour pouvoir faire ça aussi. Et puis, donc, je vais vous remercier. Et puis, je vais juste attendre si jamais il y a quelques questions. Effectivement, oui. Pour le plus gros challenge, selon moi, est d'identifier une problématique pertinente. C'est toujours ça. C'est ça qui prend le plus de temps. Et puis, c'est là où vous devez passer le plus de temps, c'est d'identifier la problématique parce que tout le reste, en fait, va vraiment découler, tout l'outil. Donc, c'est normal que vous allez peut-être commencer avec une problématique, peut-être qu'elle va évoluer dans le temps, donc soyez aussi ouverts à ça. Peut-être que quand vous allez identifier, par exemple, les causes, vous allez identifier en fait que finalement, vous travaillez plutôt sur des causes profondes que sur la problématique que vous avez identifiée. Donc, vraiment, dans cette logique-là, ça vous pose les bonnes questions. Puis ça vous donne un cheminement. Puis prenez du temps sur la problématique. Effectivement, c'est le cœur de cet outil-là. Puis, si vous voulez travailler l'outil, prendre plus de temps, n'hésitez pas, comme je dis, il va y avoir d'autres ateliers qu'on va organiser à l'Esplanade sur cet outil-là spécifiquement. Puis, on organise nous aussi des cliniques. Donc, si par la suite, vous voulez parler avec quelqu'un de notre équipe, on en a vu beaucoup des problématiques, donc on peut vous aider aussi effectivement à bien la formuler. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Et puis, je ne sais pas si Guillaume, tu veux dire un mot de fin? Non, merci beaucoup Laurentia. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas aussi à aller sur le site de la Semaine de l'Impact ou m'écrire un courriel directement. Normalement, si vous êtes inscrit à l'une ou l'autre des activités, vous recevez mon courriel matinal tous les jours cette semaine. Donc, c'est toujours une bonne façon de pouvoir connecter et d'aller plus loin, poser des questions. La séance va être également enregistrée. Elle est enregistrée, donc elle va être diffusée également sur YouTube. Vous pourrez réécouter. Surtout, par exemple, Laurentia, je prends l'exemple de DocTocToc que tu utilises. Je trouve que c'est une bonne façon de pouvoir exemplifier le Canva en prenant une entreprise qui existe et qui opère. Donc, des fois, ça permet de mieux figurer comment on a répondu aux questions. Donc, je vous invite vraiment à réécouter la chaîne YouTube, la vidéo YouTube, une fois que ça va être mis en ligne. Puis, encore une fois, effectivement, Laurentia, je rappelle, le site d'Esplanade, il y a tout plein de ressources. Donc, c'est vraiment votre point de contact principal là, pour ce Canva. Je vous invite, si vous n'avez pas déjà pris votre billet également pour vendredi en présence à la Maison Notman, c'est une bonne façon de pouvoir rencontrer les gens que vous voyez virtuellement. Donc, je vous partage le lien d'ailleurs dans le chat. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. On est déjà
une bonne quarantaine à être inscrits. On a une limite relative là, de gens considérant les normes de santé publique de la COVID-19. Mais je ne pense pas qu'à tout moment, on sera toujours dans les limites là, permises. Donc, prenez votre billet, puis sinon, ben, restez à l'affût. Il reste quand même 2 jours à la semaine d'impact. Puis, ben, c'est une semaine, mais c'est surtout une pensée générale qu'on doit considérer l'impact dans nos modes d'opération maintenant. Donc, sur ça, je termine. Donc, vous êtes les bienvenus, comme je vous dis, à poser des questions. Puis, ben, voilà. Merci beaucoup, Laurentien. Merci beaucoup. Bonne Merci. semaine de l'impact. Bye bye.